Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 6, intitulé Un monde bipolaire au temps de la guerre froide. Et la problématique du chapitre, finalement, elle est simple, c'est pourquoi est-ce que, et surtout comment, le monde se divise en deux blocs après 1945. Donc, en guise d'introduction, plusieurs éléments. Et oui, c'est la création de l'ONU en 1945, Organisation des Nations Unies. L'idée, c'est garantir la paix et essayer d'éviter de nouveaux conflits. Donc cet objectif va être plus ou moins rempli puisqu'on va avoir une nouvelle guerre, mais cette fois-ci ce qu'on va appeler la guerre froide. Ses origines, en fait, c'est quoi? Avant de voir les origines, il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est la guerre froide. C'est une expression en fait qui désigne une situation de très forte tension, mais on n'aura pas cette notion d'affrontement direct entre l'URSS et les États-Unis. Donc, tout d'abord, on a le plan Marshall en 1948. Et là, je vous ai pris une petite photo que je tire de la BBC. C'est une photo d'une ville allemande avec notamment, qu'est-ce qu'on voit? Des ruines. Et c'est dans ce contexte qu'on va avoir l'expansion du communisme. C'est un terreau fertile pour le développement du communisme en Allemagne. Donc, et en Allemagne, mais pas seulement, également dans d'autres territoires fortement impactés par la guerre. Donc, les États-Unis, pour contrer cette expansion du communisme, vont proposer des aides sous forme de prêts pour l'Europe. On accepte ou on n'accepte pas. Bien évidemment, l'URSS va refuser, mais des pays comme la France vont accepter ce plan Marshall. Donc progressivement, on va avoir la notion de deux blocs en fait. Le bloc Ouest et le bloc Est. Donc deux puissances autour, les États-Unis pour le bloc Ouest et l'URSS pour le bloc Est. Et on va avoir des alliances notamment militaires. L'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qu'on va avoir avec les États-Unis. Et en face, on va avoir ce qu'on appelle le pacte de Varsovie. Donc deux dates, 1949 pour l'OTAN et le pacte de Varsovie en 1955. Donc ce sont des alliances militaires. Si un membre de cette alliance est attaqué, eh bien les autres membres doivent intervenir. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on va avoir un monde qui est coupé en deux. En bleu, les membres de l'OTAN, ce qu'on va appeler le bloc ouest. On voit que la France est en bleu, donc du côté du bloc ouest. Et les membres du bloc est en rouge. Et qu'est-ce qu'on voit en plein milieu? Eh bien, on va voir Berlin qui va être en fait un point de crise plusieurs fois pendant cette guerre froide, et ce qu'on appelle le rideau de fer. Le rideau de fer, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une frontière qui coupe l'Europe en deux. Donc, ensuite vient en fait finalement tout au long de ce conflit, on va avoir en fait des périodes de tension et finalement des périodes un petit peu plus de paix. On commence tout de suite avec Berlin et notamment l'Allemagne. Eh bien l'Allemagne, vous voyez, est partagée en zones d'occupation de 45 à 49. On va avoir une zone américaine, britannique et française. Et où est situé Berlin? Eh bien vous voyez que Berlin est du côté rouge, du côté soviétique. Et Berlin pourtant est partagé. Berlin-Ouest, Berlin-Est. Donc c'est vraiment un point de crise et le 24 juin 1948, on a le début du blocus. Pourquoi? Eh bien on voit que finalement pour ravitailler Berlin-Ouest, il faut passer du côté soviétique. Et ça, Staline ne peut le concevoir. Donc il va finalement bloquer tous les passages terrestres. C'est-à-dire que Berlin se retrouve finalement isolé. Et ce blocus, il se termine le 12 mai 1949. Pourquoi? Puisque les Alliés vont se dire, d'accord, on ne peut plus passer sur le point terrestre, et bien qu'est-ce qu'on fait? On voit les petits pointillés là. Ben, en fait, on passe, c'est ce qu'on appelle un pont aérien. Donc on va avoir des avions qui tous les jours vont ravitailler Berlin. C'est un échec pour Staline. Il finit par lever le blocus, ce qui finit par en fait assurer et en fait de fait accepter que Berlin soit découpé. Donc on a Berlin-Ouest et Berlin-Est. Ensuite, eh bien, à la fin de cette crise, on va avoir la création de la RFA, République fédérale allemande, donc pour le côté finalement ouest, tandis que du côté est, en rouge, côté soviétique, on va avoir la création de la RDA, République démocratique d'Allemagne. Toujours sur cette ville de Berlin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit qu'on a un rideau de fer. Pourquoi? Eh bien, le 12 et 13 août, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, on a la création du mur de Berlin. C'est-à-dire qu'en pleine nuit, ils vont couper, finalement, les deux parties. Du côté, en fait, de Berlin-Est, on crée un mur pour empêcher la fuite. Donc, comme je le disais, c'est vraiment du côté soviétique. C'est pour ça que finalement, ben, du côté de Berlin-Ouest, on n'attaque pas, puisque c'est du côté, en fait, soviétique. Donc, on ne peut pas attaquer. Ce serait une déclaration de guerre. Donc, qu'est-ce qui est fait? Eh bien, en fait, on ne peut plus passer. Pourquoi? Parce qu'il y avait des milliers de Berlinois Est qui fuyaient la RDA en passant par Berlin. Ça, pour l'URSS et pour la RDA, c'est pas possible. Donc, pour éviter la fuite de la population, on met un mur. Et donc, ce mur ne tombera finalement qu'en 1989, on va le voir juste après. C'est un affrontement, surtout, qu'il faut retenir, c'est un affrontement indirect. Là, qu'est-ce qu'on voit? C'est une caricature du Daily Mail. Président américain, le dirigeant de l'URSS, la bombe atomique. Bombe H, bombe H.
Donc c'est un affrontement sur le plan militaire, mais on va jamais envoyer la bombe directement sur le camp adverse. C'est pas possible. C'est trop dangereux, puisqu'on aurait on aurait une riposte instantanée. Donc on a finalement le plan militaire. Ça va se matérialiser aussi avec la guerre de Corée entre 1950 et 1953, puisque en fait l'URSS va appuyer le bloc nord, la Corée du Nord, tandis que les États-Unis vont appuyer la Corée du Sud. Donc en fait ce qu'on appelle la guerre par procuration. On fournit, on appuie le camp adverse, mais on va jamais avoir d'affrontement direct entre les États-Unis et l'URSS. Donc toujours sur cette notion d'affrontement indirect. On a dit militaire, économique, puisque on a d'une partie le bloc ouest est capitaliste, le bloc est est communiste. Le plan politique, finalement les deux camps vont via des discours essayer de dire que leur camp est le meilleur. Et le plan culturel, Rocky, très bon exemple, avec le boxeur américain qui s'entraîne pour aller finalement combattre le boxeur dopé soviétique. Donc là, vraiment tout le plan culturel est impacté également. Donc là, on est à la fin de la guerre froide, mais ça correspond, on peut le retrouver également dans les bandes dessinées. Et un autre exemple finalement qui montre bien jusqu'où va cette notion de guerre froide, c'est le plan technologique avec donc, le Time, Race for the Moon, la course à la Lune. Avec en fait 1961 le premier homme dans l'espace pour l'URSS, mais une date souvent qu'on retient, c'est 1969, le premier homme sur la Lune avec les États-Unis. Donc on va voir un petit peu cette guerre entre les deux blocs sur le plan technologique. Mais je le redis, jamais d'affrontement direct entre les deux camps. Et différents plans, donc je le redis, politique, économique, militaire, technologique et culturel. Ça, vraiment, faut l'avoir en tête. La crise de Cuba, peut-être une des crises les plus importantes à retenir. Cuba, en rouge, puisqu'elle s'est alliée du côté de l'URSS. L'URSS veut envoyer des missiles soviétiques. Donc en fait, les États-Unis se rendent compte qu'il y a des rampes de lancement, c'est-à-dire, on les voit ici. Donc des rampes de lancement, on veut leur livrer finalement les missiles, sauf que ce qui mettrait des villes comme Houston, la Nouvelle-Orléans, Miami, ou même Atlanta, Dallas encore, à portée du missile nucléaire. Donc les États-Unis vont faire ce qu'on appelle un blocus, c'est-à-dire qu'ils vont empêcher le bateau de passer. Si le bateau force le blocus, les États-Unis le couleront. Donc on serait sur une déclaration de guerre là encore. Donc avec des échanges, on va avoir finalement une entente avec les États-Unis qui vont dire on n'envahit pas Cuba et l'URSS qui dit on retire les rampes de missiles. C'est un accord. Et ça va se suivre avec la détente. La détente, c'est une période un petit peu où on va apaiser toutes ces tensions entre les deux blocs. Comment se termine la guerre froide? Eh bien, plusieurs dates. Qu'est-ce qu'on voit? Le mur de Berlin. La chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989. Les Berlinois peuvent repasser de part et d'autre de Berlin. Ça marque vraiment la fin de la guerre froide. Mais il faut retenir également la dissolution de l'URSS le 26 décembre 1991. L'URSS n'est plus. Donc c'est vraiment ces deux dates qu'il faut retenir pour la fin de la guerre froide. En résumé, moi ce que je veux que vous reteniez, on est sur un conflit indirect, sur plein de plans. Un monde qui est coupé en deux, avec des blocs et des pays qui s'alignent, même s'il ne faut pas oublier ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, les pays décolonisés, qui cherchent à s'affirmer. Différents plans, technologiques, culturels, militaires, politiques, économiques, et plusieurs dates clés. Crise de Cuba, crise de Berlin, chute du mur et dissolution de l'URSS. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, à plus.